C'est maintenant l'heure de la chronique avec notre biologiste préféré, M. Daniel Tarte, est avec nous Merci. de la firme T2 Environnement. Notre chronique mensuelle. Oui. Et aujourd'hui, on parle du service de régulation. Oui, Qu'est-ce que c'est? C'est un grand terme. en fait, on peut revenir peut-être bien rapidement. Les Oui. biens et services écologiques, c'est que les biens, ils ont trouvé une façon de chiffrer combien est-ce que la valeur des écosystèmes, de la nature. OK? Et ils ont divisé ça en 4 grands services. Il y a les services de régulation, d'approvisionnement, socioculturel et ontogénique. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là le mois passé, ça On ne les fait pas avait de sens, détaillés un là, petit mais on peu, les avait oui. un peu détaillés. Puis aujourd'hui, il y a 4 chroniques. Aujourd'hui, on parlait des services de régulation. Les services de régulation, c'est par exemple la régulation du climat. C'est facile de visualiser lorsqu'on est dans une ville, par exemple. Donc, et dans un stationnement, pas d'arbres, il fait très, très chaud. Alors que si on va à Autobahn Park, où il y a beaucoup d'arbres, le même plus 35 degrés ne sera pas absorbé de la même manière par le corps. Il y a aussi le stockage du carbone. Les arbres, la nature, les plantes stockent, emmagasinent une grande partie de CO2. Tout ce CO2-là, finalement, qui n'est pas Absorbé. qui est absorbé, qui n'est pas dans l'environnement, qui n'est pas dans l'atmosphère, ça permet de réduire l'effet des gaz à effet de serre, les fameux changements climatiques dont on parle souvent. Oui. Ça a cette contribution-là. Il y a une étude qui a été faite dans les années 2000, elle a été publiée en 2013, je crois, et ça a été fait par AGECO pour la Fondation David Suzuki et Nature Action. OK? Eux, ce qu'ils ont fait, c'est très intéressant parce qu'ils ont chiffré, ils estiment à 902 millions de dollars par année la valeur de la nature pour simplement filtrer la régulation du climat et la séquestration du carbone. OK? C'est un exemple concret, là, à savoir combien est-ce que ça vaut, finalement. C'est beaucoup quand même. C'est énorme, oui, c'est C'est ça. énorme, c'est ça, oui. C'est énorme. Je dis beaucoup, énorme, énorme et plus juste. Énorme. Et ça, c'est fait pour la ceinture verte. La ceinture verte, c'est un grand secteur qui est autour de Montréal. Donc, ça comprend Montréal, naturellement, Laval, une partie La Rive-Sud. de la Rive-Nord, une partie de la Rive-Sud, donc une partie de l'Estrie, des Bois-Francs, entre autres. Là. Il y a une carte qu'on peut consulter qui devrait être disponible sur cette chronique même là, pour visualiser. Et qu'est-ce qu'on peut faire en termes, nous, à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut prendre acquis pour action, pour faire? Bien, Qu'est-ce qu'on peut faire? pour ce service spécifique-là, concernant les arbres, ce qu'on peut faire, c'est bon. Moi, j'habite à McMasterville, ça fait 12 ans. À chaque année, je vois un érable argenté d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui est coupé. Pour aucune raison apparente. Ce qu'on peut faire, c'est se retenir. Quand on a envie de couper, quand le défricheur en nous a envie de bouger le printemps, peut-être se retenir. On peut également planter. Si on n'a pas le choix que de couper, on peut planter. Mais c'est de faire notre part. Pour ce biens et services écologiques-là, finalement, c'est de faire notre part et pour garder des arbres en place le plus possible. Je comprends. Un autre, c'est les fameux milieux humides Oui. qu'on a parlé à plusieurs occasions. Les On en a- marais, les rivières. C'est ça. Bon, c'est ça. Ben, en fait, les milieux humides, c'est tout ce qui est marais, marécages, arborescents, marécages arbustifs, les tourbières également. Eux ont une grande capacité de filtration de l'eau. Ils régulent finalement le débit de l'eau, à savoir qu'on a une pluie très forte. Si on a un milieu humide qui va agir en tant qu'éponge, il va absorber l'eau et il va la relâcher de manière continue. Donc, nous, on a un approvisionnement plus constant de l'eau. Ça peut également contribuer à la recharge des nappes phréatiques, ceci étant dit. Mais, très intéressant, c'est que ces milieux humides-là, si l'eau n'est pas relâchée trop rapidement, par exemple dans le Richelieu, ça va faire en sorte que nos infrastructures publiques vont être ménagées. Ah, OK, je Moins savais pas d'impact ça. sur... Ben oui, parce qu'on voit ça parfois lorsque on a vu, là je parle du Richelieu, mais on a vu sur la Côte-Nord aussi, il y a quelques années, il y a eu de très, très grandes marées, on va dire, par exemple. Ben, ou quand il y a des très, très fortes pluies, il y a carrément des bouts de route qui sont arrachés. Oui, qui lève le terrain. Qui lèvent, Oui, c'est ça, et que l'asphalte est arraché. Ces milieux-là servent à ça aussi également. Donc, si on fait attention à nos milieux humides, ce qu'on peut faire là-dessus, c'est nous-mêmes, si on est propriétaire d'un grand terrain, au lieu de simplement vouloir remblayer cette swamp-là, comme on dit, que c'est juste un nid à maringouins, puis qu'il y a juste 2-3 quenouilles qui vivent là-dedans, alors que c'est totalement faux, ben, on peut les conserver. Maintenant, si on veut faire plus, on peut signifier clairement à notre municipalité qu'on tient à demander où sont ces milieux humides-là et demander de les conserver. De prendre action. De prendre action pour les conserver ou de les restaurer s'ils sont endommagés. C'est un exemple concret finalement pour les milieux humides. Et il y a un troisième volet, la pollinisation aussi. Brièvement, la pollinisation, bon,
ça, c'est tout. La pollinisation, les céréales, blé, maïs, orge, c'est pollinisé par le vent. En revanche, il y a plusieurs espèces comme tomates, concombres, les cerises et j'en passe, que c'est pollinisé par des insectes. Les abeilles. Les abeilles, c'est ça, les abeilles entre autres, là, donc tout l'ensemble des espèces pollinisatrices. Ça a un rôle de régulation, donc ça nous aide, nous, dans notre alimentation. Ça aide aussi, naturellement, la faune, qui dépend de beaucoup d'espèces qui dépendent des plantes, des fruits ou des plantes qui sont produites, qui sont le résultat d'une pollinisation. Et ça contribue énormément à la biodiversité. Encore une fois, si on revient à notre contrôle, à un autre, on a parlé plusieurs fois des rives. On s'imagine une rive sans végétation qui va être facilement érodable. Oui. Maintenant, pour faire un lien entre la pollinisation et d'autres biens et services écologiques, si on a des plantes qui sont pollinisées par les insectes, Oui. OK, qui sont là avec leurs racines, ils vont retenir les sols. Tu enlèves ces plantes-là qui n'ont pas pu se reproduire, bien, le sol va plus facilement s'éroder. Donc, c'est tout interconnecté, ces biens On et y services. pense pas, hein, y quand pense pas, non. ouf, c'est pas grave, on va couper un arbre, c'est pas grave, on va... Mais quand on y pense, quand vous l'analysez comme ça fait son sens. Tout est fait parce qu'il y a sa place qui doit y être. Puis si on l'enlève mais ça a des impacts. Puis souvent, on les voit pas tout de suite, mais après, ça peut avoir de gros impacts sur notre environnement. Tout à fait. Bien, c'est tout imbriqué, c'est un système de chaîne finalement. On est dans un système, on fait partie de notre environnement, puis c'est intéressant d'en prendre conscience. Je m'excuse de vous interrompre, M. Tarte, c'est tout le temps qu'on avait. C'est vraiment intéressant, ce service de régulation que vous nous expliquez. On s'en gardera un petit peu pour la prochaine fois, dans un mois, pour notre prochaine chronique. Il n'y a pas de problème. Merci à vous.